plusieurs débuts. Il y a mes débuts où je me suis entraîné en tant qu'artiste dans l'ombre, on va dire, où je me perfectionnais mes techniques de dessin, où j'apprenais, je faisais plein d'erreurs. C'était assez jeune. J'ai dessiné comme tous les enfants à un âge très jeune, à la maternelle, début primaire, etc. Mais à un âge où j'ai vraiment commencé à m'intéresser au dessin, où je me suis dit ça, je veux en faire une activité professionnelle, en tout cas une passion, je veux vraiment faire ça des heures par jour, etc. J'avais 11 ans, 10-11 ans, et je dessinais des Dragon Ball, des machins comme ça de cet âge-là. C'était des dessins pas terribles, mais j'ai vraiment commencé à prendre une discipline ardue, assidue, d'entraînement et de travail. Et je me souviens, j'étais à l'internat aussi à partir de 12 ans. Donc de 11 ans jusqu'à 18 ans, tous les soirs, mes copains allaient jouer. Moi, je passais 2, 3, 4 heures par période. C'était pas non-stop tous les jours non plus, mais quand même des grosses périodes par semaine, même le week-end à la maison. Donc là, c'était, on va dire, où j'ai commencé mes activités artistiques, culturelles. Pour moi, évidemment, à cet âge-là, je n'arrivais pas encore à exposer, à en vivre. J'étais dépendant de ma famille, etc. Mais mon premier projet professionnel, c'était à 18 ans. À l'année où je rencontrais Martha, en Angleterre, où j'ai peint un Bouddha. C'était ma première vraie commission artistique. Et c'était pour peindre un Bouddha, déjà une peinture d'une taille assez grande, 90 cm sur 60 à peu près. C'était dans un restaurant, et là j'étais fier, quoi. C'était pour quelques centaines d'euros, c'était des livres sterling en Angleterre. Je crois que c'était 500 euros, ce qui était, pour moi, c'était un montant énorme, t'imagines, à 18 ans. Et c'était une commission, donc j'allais la peindre directement au restaurant, ça avait pris 1 ou 2 semaines. Et c'était un Bouddha en thématique, c'était un restaurant thaï ou asiatique. Et ça, c'était ma première commission. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, là, il y a moyen de faire des commissions, des projets pour les gens. Et puis après, j'ai fait mes études, c'était un peu plus calme, j'ai continué mes projets pour moi. Et pendant mes études en journalisme à l'université, j'ai eu 2-3 petites autres commissions en galerie et des expos avant et à partir entre 18 ans et mes 25-26 ans où j'ai terminé mes études. Mais vers la fin de mes études en journalisme, je suis devenu indépendant très vite dans l'art et j'ai fait des jobs comme dans la communication aussi et dans le journalisme en rapport avec mes études. Mais à côté, j'ai jamais arrêté de faire mes projets artistiques, jamais. J'ai toujours essayé d'exposer, voyager pour faire des projets artistiques, de la photo. Je me suis mis à la photo aussi, c'était quand même beaucoup de travail et d'investissement à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'est né le concept Pencilers Camera, c'est un mélange de photo et de dessin. Le dessin est venu avant, puis la photo après. Et donc, tu vois, je m'étale un peu, je t'avais dit. Bonne chance pour analyser toutes les réponses. Mais comme ça, c'est une réponse bien complète. Et donc, à partir de 26 ans, j'ai vraiment commencé à... Ta question, c'était quoi déjà ? Les débuts dans l'art. Ah bah voilà, ça correspond. Donc là, j'ai vraiment fait des expos, des petites expos collectives, puis des expos solo. Et puis j'ai lancé ce concept, Pencilers Camera, qui a fait vraiment le buzz à l'international. Un truc de ouf, un truc... ça arrive qu'une fois dans une vie, et parfois ça n'arrive pas. Donc j'ai vraiment eu de la chance en tant qu'artiste que cette série suscite autant d'intérêt. Je te dis, j'ai exposé en Asie, en Russie, aux États-Unis, vraiment des chouettes contrats. Puis j'ai lancé les 2 autres séries en parallèle, Flèche en acrylique que ton papa connaît bien vu qu'il a acheté un buste qui fait partie de cette série-là. Et puis une autre série dont on n'a pas encore parlé, Digital Circlism. Et là j'ai lancé il n'y a pas longtemps quelques autres séries, Astro Cruise qui est une série de peinture, aquarelle, où j'utilise un peu l'intelligence artificielle parce que c'est de notre temps et je pense qu'il faut aller vers ça et pas contre. Et donc ça c'est maintenant, mais donc à l'époque c'est comme ça que j'ai commencé dans le monde de l'art, quoi, à travers le dessin, puis cette série-là, puis des expos, et donc principalement du travail, beaucoup de créations qui n'ont jamais été exposées. Donc j'ai un stock, même encore maintenant, d'anciennes créations que j'ai jamais montrées parce que j'étais tellement productif, mais il y a des trucs pourris là-dedans aussi, donc invendables. Mais il faut, c'est comme un grand sportif, tu commences de rien. T'es nul au début et en travaillant, évidemment il faut de la discipline, un peu de talent, mais je pense que le travail, la discipline, c'est encore au-dessus du talent, quoi. Vraiment. Je suis d'accord. Entre mes 18 et 26 ans, j'ai eu mes études, j'ai rencontré Martha, j'ai beaucoup voyagé, etc. Et je faisais des petits projets comme ça, mais qui n'étaient pas très rémunérateurs. J'avais mes études qui me prenaient beaucoup de temps. J'ai aussi fait beaucoup de dessins de presse en rapport avec mes études en journalisme, des cartoons, donc je dessinais des cartoons
pour la presse, des journaux type La Libre Belgique et autres, et en échange j'avais je sais pas quelques centaines d'euros par cartoon, et donc on va dire que ça arrondissait les fins de mois, ça me payait mon argent de poche en tant qu'étudiant. Et puis à partir de cette série-là, Pencil Camera, je me suis mis indépendant. J'ai eu de la chance parce que je me suis mis indépendant un peu avant toutes ces séries phares. Je le sentais venir comme ça, il y a une intuition artistique. Tu sens quand il y a un gros truc qui va arriver. En tant qu'artiste, on est très intuitif, très dans le ressenti. On a un miroir du monde, de la société, donc on est beaucoup dans l'intuition, quoi. Et donc je sentais qu'il y avait un truc gros qui allait arriver. J'ai un agent qui m'a approché, qui sentait aussi, lui, sentait le côté commercial, tu vois, c'est du businessman. Et puis là, donc il y a eu cette série, et là j'ai eu plein de gros contrats, c'était vraiment génial, c'était avant le Covid, heureusement ça serait arrivé pendant le Covid, ça aurait été la cata, mais c'était déjà heureusement 10 ans avant le Covid. Et donc j'ai eu quelques belles années comme ça, où j'alternais mes activités en tant qu'artiste, et puis j'ai aussi eu pas mal de jobs dans le marketing, dans la communication, dans le journalisme qui correspondait à mes études. Et ça c'est un conseil que je donnerais aux jeunes, c'est l'art, c'est bien, mais c'est risqué, c'est comme la bourse. C'est un peu un coup de poker, un coup de chance. Si t'as beaucoup de travail, beaucoup de production, c'est bien, mais il faut avoir les contacts, le réseau. Bon, étant un peu perdu au milieu de la campagne, c'était un challenge. Ces séries-là m'ont aidé parce que ça m'a donné de la visibilité. Mais c'est pas le cas de tous les artistes. Il faut avoir un peu de chance, un bon networking, etc. C'est important d'être conscient de ça et donc d'avoir un plan B. C'est pour ça que j'ai fait ces études un peu plus sérieuses. Ça m'a permis de rebondir dans les périodes difficiles. Par exemple, pendant le Covid, pendant 2 ans, même jusque récemment, c'était hardcore. J'ai fait plein de projets marketing, communication qui m'ont permis de quand même avoir une activité. Inspirez-vous d'autres artistes et si oui, lesquels ? Oui, je m'inspire beaucoup d'autres artistes. Là, on était voir un musée, par exemple, donc j'ai revu un peu. Je connais bien l'histoire de l'art, j'en ai fait plein de cours d'histoire de l'art à l'Académie des Beaux-Arts. Quand j'étais en Angleterre, j'étais dans une école d'art, puis dans mes intérêts personnels, j'ai été voir plein de musées, etc. Je suis très inspiré par le mouvement surréaliste, tous les artistes de ce mouvement-là, le mouvement expressionniste, cubiste, le mouvement Dada, et également la photographie, c'est un mouvement en soi. Et alors le pop art, donc Andy Warhol et tous les artistes de cette branche-là. Donc le pop art, c'est des couleurs, c'est la série Flèche en acrylique. Il faisait pas ça à ce moment-là parce que c'est un nouveau concept. Je suis inspiré par tout ce qui est concept art. Par exemple, tout ce qu'on voit dans les grandes foires d'art actuellement, type Affordable Art Fair, Art Bruxelles, les foires d'art à Miami, à Dubaï. Ce sont en fait, et c'est assez récent, c'est un petit peu le postmodernisme dans l'art, c'est des concepts en fait tellement, il y a ça beaucoup dans les installations et en fait le concept dépasse un peu la qualité de l'œuvre en elle-même. Par exemple, t'as un artiste qui va te prendre n'importe quoi, un coussin, il va le déchirer en deux, il va mettre un crucifix dedans, il va le mettre ça au milieu d'une pièce de 50 mètres carrés, toute blanche, et il va dire ça c'est une installation. Il y a un concept, tu vois, c'est en rapport la nuit, tu es connecté au Dieu, j'en sais rien, là j'ai pris un exemple en 2 secondes, mais à l'univers, Dieu et l'univers. En même temps, ça fait sens parce que Dieu, on dit qu'il a créé le monde en 7 jours et l'univers, c'est la nature, la science, la physique. Mais la physique, c'est des millions d'années d'évolution, des milliards d'années d'évolution. Donc, il y a un certain conflit. Donc, il y a plein de questions philosophiques par rapport à ça. L'œuvre a été faite en 5 minutes, mais le concept derrière est hyper intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent ça parce qu'ils se disent l'art, ça devrait être de la technique. Par exemple, un dessin qui a pris 2 semaines de travail, une peinture à l'huile qui a mis 6 mois à sécher et que l'artiste a retouché pendant 3 mois, c'est hyper réaliste ou pas forcément, mais que c'est en tout cas qu'il y a du travail et de la technique. Et le concept art, c'est différent. C'est un concept, une œuvre, parfois même, il y en a qui ont fait des œuvres invisibles, pour te dire, ou du vent. Donc il a ouvert 2 fenêtres et il a dit l'œuvre c'est le vent qui passe entre les 2 fenêtres et c'est vendu 500 000 euros. Ou une œuvre invisible. Et là, il y a eu un acheteur qui a acheté ça, je sais plus le nom de l'artiste. Il a acheté une œuvre invisible. C'est le concept. Et donc ils en parlent dans les médias. C'est de la spéculation, c'est presque de la bourse. Et ça vaut des centaines de milliers d'euros. Alors, je suis pas forcément pour ça, mais je trouve ça intéressant. Peut-être pas aussi loin, mais les concept art où il y a quand même un délivrable, un produit fini, je suis quand même pour ça, pas l'invisibilité quand même, parce que là on part dans des dérives un peu extrêmes. Mais le concept art, je trouve ça intéressant, et en fait le concept dépasse l'œuvre elle-même. Et je trouve ça intéressant parce que
c'est un peu comme un brainstorming d'idées dans une entreprise. T'as plein d'idées qui naissent de cerveau et l'impossible devient possible parce qu'il y a un concept derrière. Et plus je mûris dans le milieu artistique, et plus je trouve ça intéressant, quoi. Alors il y a des artistes qui sont spécialisés là-dedans. La série Flèche en acrylique, elle s'inscrit un peu dans ce concept-là. Donc c'est quelque chose de fait assez rapidement. Il y a un côté performance artistique, mais il y a un vrai concept derrière, sur l'existentialisme, sur l'humain. Il y a quand même du boulot aussi, parce que c'est crevant et c'est très rapide. Donc c'est un challenge. Je sais même plus ce qu'était ta question, mais donc en gros, ma réponse était quelque part là-dedans. C'était les inspirations. Donc. Voilà, donc c'est tout ça. Et donc vous considérez que vous faites partie de ces mouvements-là, ou que votre style est plus unique et propre à vous? Non, écoute, moi clairement on s'inscrit dans une mouvance, quoi. Hein. La société dans laquelle on vit, on s'inscrit en tant qu'artiste dans un contexte géopolitique, sociopolitique. La guerre en Ukraine, ça a un impact sur mes productions actuelles. Donc oui, je m'inscris dans une nouvelle tendance, notamment le concept art à travers cette série-là, notamment le surréalisme à travers la série Pencil versus Camera, notamment le digital art, on n'en a pas parlé, mais à travers mon autre série Digital Circlism, la photographie, je fais énormément de photographie, le dessin, mais oui, ces grands mouvements-là, il y a les disciplines artistiques, mais il y a les mouvements dans lesquels on utilise ces disciplines, et donc ce sont tous les mouvements que j'ai évoqués. Et je m'inscris. Après, le concept Pencil versus Camera, c'était tellement nouveau que ça n'était pas vraiment dans une mouvance, dans un mouvement artistique. Dans les grandes lignes, ça reste du mixed media et du surréalisme. Mais c'était tellement nouveau. Maintenant, c'est repris dans plein d'écoles, dans certains livres d'histoire de l'art déjà, petit à petit, en toute modestie. Mais ça a vraiment impacté... Certains le reprennent même comme mouvement en soi, le mouvement Pencil versus Camera, ce qui est incroyable. Mais ça appartient à des mouvances plus grandes et des mouvements artistiques plus grands, évidemment. C'est une sous-catégorie de mouvements artistiques. D'accord. Est-ce que le processus à partir du début d'une œuvre jusqu'à sa vente est plutôt long? Oui, surtout quand j'ai commencé au début, où je te dis j'ai même encore pas mal d'œuvres, des centaines, peut-être des milliers, si on prend à l'échelle du dessin, d'œuvres que j'ai faites quand j'avais ton âge, presque, et qui sont toujours en train de un peu moisir dans mon grenier. J'ai pas encore eu l'opportunité de les exposer, mais ça viendra. J'ai vendu pas mal de sketchbooks ces dernières années, alors que je les avais fait à ton âge, et un peu après. Du coup, il faut s'accrocher, tu vois, parce que si j'avais pas persévéré dans l'art, ces sketchbooks auraient fini dans un grenier, à la poubelle, brûlé ou autre, ou dans des greniers de famille. Mais voilà, ils ressortent, ils ont une deuxième vie parce que j'ai vraiment persévéré. Je pense que jusqu'au bout de ma vie, je persévérerai parce que ça fait sens. Je suis vraiment un artiste dans l'âme et je reste quand même aussi attaché à mon master en journalisme, donc je fais des choses un peu plus sérieuses à côté et j'essaie de faire bien les deux choses. Mais pour revenir à ta question, tu veux dire la durée entre le début et la fin d'une œuvre, la création jusqu'à la vente. Mais au début, quand je faisais des œuvres, je pensais vraiment pas à les vendre. Il y avait un côté chamanique, de méditation et puis de volonté de remuer, bousculer le monde dans lequel on vit, faire des choses innovatrices, etc. Donc vraiment un côté altruiste à purement me rechercher et rechercher des nouveaux process artistiques. Mais maintenant que j'en vis, en partie, parce que j'ai mes autres activités évidemment un peu plus marketing, communication, mais qui restent dans la création de contenu, donc il y a une dimension créative, ça reste une force d'être un artiste dans ce que je fais dans mes autres activités. Maintenant évidemment, il y a une dimension un petit peu plus commerciale, où évidemment j'ai presque 40 ans, je sais ce qui va un peu mieux marcher, ce qui va un peu moins marcher. Les choses parfois un petit peu trop expérimentales parlent moins aux gens parce que c'est plus personnel. Ça parle à certaines personnes quand même, mais statistiquement ça parle à un peu moins de gens, tandis que les choses qui parlent sur les thématiques de l'amitié, de l'amour, un peu plus légères, vont parler à un peu plus grand nombre de gens, et donc commercialement elles vont être plus exposées, plus achetées, parfois des prix plus élevés, etc. Et donc parfois
vous faites certaines œuvres plus dans l'obligation pour devoir en vendre après, ou c'est toujours par envie et par passion? Non, c'est vraiment toujours par envie. Et il y a encore beaucoup d'œuvres que je fais vraiment par pure curiosité, mais avec quand même une petite touche. Je me dis, ça doit parler aux gens, quoi. Au début, je le faisais vraiment, ça devait me parler à moi. Oui. Mais du coup, ça parle à peu de gens. Et maintenant, plutôt que d'exorciser mes peurs de manière égoïste, j'essaie d'exorciser les peurs du monde et de me poser des grandes questions philosophiques pour, comme je te disais, que ça ait une plus-value et que mes œuvres puissent rentrer dans une mouvance globale, quoi. Mais c'est important de garder quand même un côté individuel dans ces productions artistiques, parce qu'alors tu viens avec des trucs complètement délirants auxquels aucun autre artiste ne pourrait avoir pensé. Donc c'est un juste milieu à trouver, vraiment. Et c'est quoi la fin de ta question, cette question-là? Si c'était par envie. Ouais, non, c'est toujours par envie, ça c'est clair. Ouais. Et c'est quoi votre fréquence d'œuvres Tous les jours. En termes j'y travaille tous les jours au quotidien. Là, par exemple, ma série Astro Cruise, tous les jours, je teste de nouvelles œuvres. J'essaie d'incorporer des outils, des nouvelles technologies le plus possible, parce que pour moi, les outils, les nouvelles technologies qui arrivent dans les productions artistiques, c'est équivalent à l'invention de l'appareil photo. Imagine quand l'appareil photo est arrivé à la fin de la Renaissance, enfin même après, mais les tout premiers daguerreotypes, les tout premiers appareils photo à longue exposition, etc. Au 19e, 20e siècle, et même encore avant, les tout premières phases de test. Ça a révolutionné. T'imagines, les peintres, ils passaient des mois, on en parlait tout à l'heure, à faire une peinture, et puis t'as un appareil photo qui est arrivé, qui a fait ça au début, ça prenait des heures d'exposition, mais petit à petit, en quelques secondes, quelques minutes d'exposition, puis maintenant, avec un smartphone, à l'ère numérique, t'imagines un peu. Donc il a fallu, pour les artistes, s'approprier ça. Beaucoup sont devenus photographes au lieu de peintres, parce qu'ils n'avaient pas le choix, et ça, quel intérêt de peindre une peinture pour avoir le même résultat qu'une photo. Au niveau d'un point de vue purement commercial, d'entreprise, tu vas vers ce qui est le plus compétitif, donc il y a un moment il faut se poser les bonnes questions aussi. Donc beaucoup d'artistes sont devenus photographes ou informaticiens en utilisant même Photoshop. Ça a aussi été une autre révolution de la taille ou un peu moins quand même de l'importance de la photographie. Et maintenant tous ces outils de nouvelles technologies d'intelligence artificielle, sincèrement c'est à la hauteur de la révolution qu'a été l'appareil photo, la Photoshop. Donc je pense qu'en tant qu'artiste, aller contre ça, c'est se tirer une balle dans le pied, même dans la tête, parce que c'est comme si toi, en tant qu'architecte, tu disais non, j'ai pas envie d'utiliser AutoCAD, les outils 3D, c'est numérique, c'est pas bien, c'est trop rapide, on perd de l'artisanal. Oui, mais entre-temps, tous tes concurrents vont l'utiliser, tu vas perdre 80% de tes clients. Alors tu pourras peut-être mettre un prix plus élevé parce que t'as plus d'artisanal, mais au final, tu vas le monde va évoluer, toi tu vas pas évoluer. Donc c'est important de prendre la main à ces outils, ces nouvelles technologies, et de les apprivoiser, de les maîtriser parfaitement pour les transcender, les dépasser. Parce que pour le moment, elles sont presque plus fortes que nous, dans tous les domaines. Elles vont devenir plus fortes que nous, mais il faut les guider, il faut les apprivoiser. Pourquoi pas devenir développeur soi-même et faire quelque chose qui intègre l'humain. C'est un peu ce que le concept Pencil Camera avait fait, que j'avais essayé de faire. L'exemple de la photo est bien. J'avais réintroduit du dessin artisanal dans une photo en disant non, l'humain est toujours là. Et c'est ce qui plaît inconsciemment dans ce concept, c'est que c'est un pari. C'est l'intelligence artificielle de l'appareil photo est venue titiller l'humain, l'artiste artisanal, et l'artiste artisanal est venu retitiller l'appareil photo, qui est une intelligence artificielle, à travers le dessin fait main dans cette photo. Donc c'était une baffe pour les artistes quand l'appareil photo est né et arrivé. Ça a été une baffe à l'appareil photo, à l'intelligence artificielle, quand j'ai fait ce concept Pencil Camera. Et j'espère pouvoir donner une même claque à l'intelligence artificielle actuelle. Mais pour ça va être il va falloir trouver un truc vraiment fort pour pouvoir faire ça. Mais c'est possible. Je cherche. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas avoir d'inspiration et de bloquer Ça m'arrive, mais vraiment sans prétention, c'est rare.
j'ai cette chance-là. C'est plutôt le manque de temps qui m'arrive. Je dors peu, j'essaie de bien dormir pour rester en bonne santé, mais en général, je suis plutôt du genre à manquer de temps tellement j'ai de projets, d'idées. Si j'étais célibataire et que j'avais 5 heures de plus sur une journée, j'aurais 10 000 fois plus de création, quoi. Mais donc je dois me poser des limites plutôt et essayer de gérer mon temps. Mais j'ai pas de manque d'inspiration. Je suis fier de le dire. Et je pense que ça, c'est grâce à tout le travail que j'ai fait. En fait, c'est tellement une habitude, un quotidien. Je travaille à toute heure de la journée. Je peux travailler hyper tôt le matin, comme tard le soir, comme en plein milieu de la journée, à n'importe quel endroit. Si je suis sur une plage coincée, ça c'est un cadre génial, j'aimerais bien, au soleil, mais je vais me faire des dessins sur la plage, faire des sculptures en sable. Si je suis dans un champ, mais je vais faire des lianes avec des tiges de blé. Si je suis dans un arbre, je vais graver des trucs dans une écorce. Si j'ai pas d'appareil photo, je vais faire des sculptures. Si j'ai un appareil photo, je vais faire des photos. Là, l'autre jour, j'étais à Bruxelles. Voilà, il était tard, je revenais d'un projet. Et j'ai fait une session de 2 heures de marche où j'ai pris en photo des petites plantes qui poussaient à travers les dalles de béton, des mégots de cigarettes. T'as peut-être vu ça sur mon Facebook, en gros plan. Ça a fait, les gens ont bien aimé sur Facebook, ça fait plein de likes. C'était des photos de rien. Et ça m'a donné une idée de faire une série des photos de rien. Donc de prendre une petite bulle, une petite peloche de laine qui traîne sur une nappe et de faire toute une série de ça. Parce qu'on veut tout le temps mettre des trucs en avant incroyables. Je me dis, prendre des photos de trucs pourris et en faire une série. Pourquoi pas? Mais c'est des trucs pourris, mais qui demandent du travail quand même, parce que je mets un beau flou sur la photo, il faut le prendre en photo, il faut être là à 3h du mat dans un cadre où il n'y a personne dans la rue, faut avoir quand même le flash, l'éclairage. Donc c'est rien, mais montré à travers une belle photo. Rien ou quelque chose de pourri, genre un mégot ou autre chose, quoi, à titre d'exemple. Donc voilà, processus créatif, c'est vraiment évolutif, mais pour ça, il faut être dans des bonnes conditions. Quand je suis ma crainte, c'est la dépression, quoi. Parce que en tant qu'indépendant, en tant que personne vivant en plein milieu de la campagne, tout ça, c'est vite arrivé. Et des coups durs comme le Covid, des coups durs comme une crise financière, comme n'importe quoi qui peut arriver dans la vie. Ça, moi, en tant qu'artiste sensible, c'est le genre de truc qui peut me mettre KO, quoi. J'ai eu des périodes difficiles comme ça. Mais en tant qu'artiste, mais tous les êtres humains, mais je pense que nous, on est encore plus sensibles à ça. Et donc, ça m'est arrivé, et ces périodes-là, c'est horrible. Donc, et là, oui, là, ça peut arriver. C'est pas le manque d'inspiration, mais c'est pire. C'est des questions existentielles. Il n'y a pas d'utilité à l'art. Il n'y a pas de raison. C'est quoi, finalement? On va tous mourir, machin. Enfin, des grandes questions qui peuvent... Enfin, les gros trucs qui peuvent nous miner le moral. À quoi ça sert de manger? Les journées sont toutes pareilles. À quoi ça sert de faire du sport pour avoir faim, pour manger, pour aller aux toilettes, machin? C'est toujours le même cycle. Et là, quand tu rentres là-dedans, t'es foutu, quoi. Donc, il faut se ressaisir. Il faut voir le positif, vraiment. Et ça, c'est une discipline qu'en tant qu'artiste, on peut vite laisser de côté, parce qu'on est vite dans un processus de créativité, machin, etc. Et le manque d'inspiration, il ne me manque pas quand tout va bien, mais par contre, quand j'ai une dépression, mais qui n'est pas liée au manque d'inspiration, pour X ou Y raison, je peux pas manquer d'inspiration, mais manquer de motivation, ce qui est différent. Mais alors, le résultat est le même. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a rien, et je finis. Et ça peut durer 2, 3, 4 ans, quoi. Et là, c'est horrible. Mais les bonnes périodes, elles durent la même durée. Et le bonheur, après une période de malheur, il est équivalent à la période de malheur, en général. Mais le malheur qui suit une période de bonheur est équivalent à la période de bonheur. Donc, il faut y aller mollo aussi dans les périodes hautes, quoi. Voilà. En fait, c'était la dernière question. Ok, mais elles sont top, tes questions. C'est des questions un peu personnelles. Vraiment, c'était des questions intéressantes.